Un diplôme d'ingénieur, c'est un passeport vers de nombreux secteurs d'activité où il est possible de s'épanouir et de se découvrir. On peut explorer le monde industriel en faisant de la maintenance, avoir les moyens de vivre de sa passion en travaillant chez Michelin, s'occuper de l'un des sites industriels les plus prisés du monde pour Ariane Group, devenir une tête pensante de Renault ou encore aider tout un chacun en luttant pour l'égalité des chances. Les moments où j'ai fait confiance à mon instinct, je pense avoir pris les bonnes décisions. Et j'ai fait un gros travail sur moi-même pour faire confiance à cet instinct-là. D'utiliser le côté cartésien qu'on développe beaucoup dans une formation d'ingénieur, de l'utiliser à bon escient et travailler sur ce côté intuition qui est plutôt une logique peut-être entrepreneuriale, mais entrepreneuriale aussi, entreprendre sa vie, c'est aussi, il y a cette logique d'intuition dont on a besoin également. Benoît Mounier est directeur des programmes à la Fondation Entreprendre. Ce qui le fait se lever le matin, lutter pour l'égalité des chances, en faisant marcher son esprit ingénieux. Un témoignage inspirant pour remettre l'humain au cœur de notre société. Je suis Benoît Mounier, j'ai 40 ans et donc là je suis actuellement dans mon bureau en télétravail à Montrouge, à côté de Paris. J'ai grandi en Bretagne dans une famille de 4 enfants, mais une famille élargie en fait. Mes parents accueillaient d'autres enfants, des enfants en difficulté. Par moment, nous étions jusqu'à 7 enfants à la maison, de différents âges. Pendant mon enfance, on ne s'en rendait pas compte, mais mes parents ne nous faisaient pas un cours de solidarité, mais probablement en les voyant agir au quotidien, dans leur posture et dans leur générosité envers les autres. J'imagine que ça a eu un impact sur les choix que j'ai faits ensuite dans mes trajectoires de vie. Au moment du bac, il se pose la question de l'orientation. Bon, j'étais pas plus attaché à l'idée d'être ingénieur ou pas. Je me posais des questions. Dans mon cadre familial, j'avais pas forcément des outils pour savoir vers où m'orienter, quelle était la bonne formation, le bon cursus. Assez naturellement, je m'orientais tout de même vers une filière plutôt technique. La réponse, en fait, elle s'est faite lors d'un salon d'étudiants où j'ai rencontré des étudiants de ce qui s'appelait l'IST à l'époque et qui s'appelle aujourd'hui l'ICAM. Il y a deux choses, en fait, qui m'ont intéressé. C'est ce côté alternance et ce côté, cette dimension humaniste qu'on retrouve dans l'école et que j'ai pu percevoir dès finalement cette rencontre dans le salon. Donc je me suis rendu ensuite à une porte ouverte et je suis ressorti en étant sûr de mon choix. C'était pas nécessairement être ingénieur que je voulais, mais c'était rejoindre l'ICAM en alternance. Et donc j'ai rejoint en 1998 le campus de La Roche-sur-Yon. On travaillait vraiment sur notre développement personnel, dans la relation qu'on pouvait avoir avec le corps enseignant, qui nous considérait vraiment comme des adultes à part entière. Et à partir du moment où aussi on avait un pied dans l'entreprise, ce corps enseignant venait aussi majoritairement du monde de l'entreprise, donc on pouvait parler de problématiques d'adulte à adulte. Et puis il y avait cette idée de travailler aussi sur une posture d'humilité, notamment en faisant des stages ouvriers, également des stages dans des associations. Mon alternance à l'ICAM s'est déroulée dans un grand groupe de microélectronique qui s'appelle Thales. J'étais rattaché à un bureau des méthodes d'un site de Thales, d'un site de production. Et donc j'avais en charge l'organisation de la production, l'optimisation de la production. Donc ça pouvait passer par réorganiser l'atelier de production, ça pouvait être définir des nouveaux process, ça pouvait être travailler sur un projet de traçabilité des composants électroniques. Voilà, il y avait différents sujets. Et à côté de ça, j'avais envie de toucher du doigt d'autres sujets. Sur la forme, ce que je faisais me comblait, mais je me questionnais sur le sens. Pourquoi est-ce que je travaille? Pour qui je travaille? Et cette notion d'utilité sociale, je commençais à la pointer du doigt, mais j'avais besoin de l'explorer un peu plus. Une école d'ingénieur classique demande un mémoire plutôt technique, on va dire, à la fin, ou organisationnel, mais plutôt en lien avec le métier pur et dur d'ingénieur. Et là, il y avait également un travail de formation humaine qu'on devait rendre et qui comptait aussi, qui avait une part importante dans la note finale.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, moi, la conclusion de mon rapport, c'est de dire je vais pas poursuivre dans l'industrie, mais par contre, merci parce que je me suis découvert pendant ces 5 ans et j'ai eu une bonne note. J'ai initié avec un groupe d'étudiants de l'ICAM un projet en direction d'une école au Sénégal, à Saint-Louis. Un projet qui reposait sur 2 piliers, de l'éducation aux droits des enfants et également la mise en place d'une salle d'informatique. Donc ça, c'était un premier projet. Et j'avais envie aussi, je viens du monde rural, j'avais envie d'agir aussi autour de chez moi, sur la base d'un constat que la culture, tout le monde n'y a pas accès, et notamment dans le milieu rural. Et donc, j'ai cofondé une association pour promouvoir, démocratiser la culture en milieu rural, et pour faire notamment découvrir différentes cultures du monde sous différents aspects, que ce soit musical, cinématographique, photographique, de la danse également. Donc c'était très très large et ça se voulait surtout et avant tout intergénérationnel. Je commençais à réfléchir à la suite et j'éprouvais le besoin de répondre à une question, mais comment moi me rendre utile à la société. C'était aussi naïf que ça comme question. Et donc je suis parti à la suite de mes études dans un voyage, on va dire un voyage initiatique, avec aussi un copain de promo, puis un autre copain. L'idée, c'était d'aller à la rencontre déjà de cultures très différentes pour essayer finalement de comprendre la part d'humain un peu qui nous lie, et également de mieux, moi, dans un environnement très différent, continuer à apprendre à me connaître. La formation d'ingénieur le permet parce qu'on nous place dans des environnements très différents, avec des missions, des projets différents. Mais là, j'avais envie de m'explorer aussi, d'explorer le monde, mais finalement de m'explorer un peu plus et de rencontrer aussi des associations sur le terrain et en fait de les rencontrer, d'avoir une forme d'effet miroir, de leur poser des questions, mais c'est des questions que je me pose à moi-même. Pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés? Qu'est-ce qu'ils font? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé en Inde juste après mon diplôme. Et je suis parti de pays en pays, mais je me suis rendu compte que assez rapidement, au bout de 6 mois quand même, que passer en saut de puce d'endroit en endroit répondait pas tout à fait à mes questions. J'avais besoin finalement de m'investir de manière un peu plus durable. Mon petit frère était en Asie également, engagé dans une association aux Philippines auprès d'enfants des rues. J'ai rejoint donc Manille et je me suis engagé pendant 3 mois auprès d'un programme d'éducation auprès d'enfants qui sortaient vraiment de la rue et qui étaient en transition vers un hébergement un peu plus résidentiel. Donc ils étaient en phase de transition dans un autre univers auquel ils n'étaient pas habitués. Donc moi j'intervenais sur ce SAS. J'ai eu un coup de cœur dans tous les pays où je suis passé, mais là, il s'est passé quelque chose d'assez fort avec le lien que je pouvais avoir avec les Philippins, quelque chose d'assez fort avec l'association et quelque chose d'assez fort finalement aussi avec les enfants. Probablement que ça me renvoyait finalement à mon histoire familiale où mes parents accueillaient des enfants en difficulté. Et donc là, on était sur des enfants en extrême difficulté. Et donc, à ce moment-là, il y a eu cette possibilité qui m'a été offerte de m'inscrire sur un temps un peu plus long dans cette association, sur un autre projet, mais aussi en lien avec l'éducation. Et donc, l'idée était que je rentre en France dans un premier temps pour reprendre aussi le cours de projet associatif que j'avais initié. Mais l'idée était de revenir assez rapidement aux Philippines, de me repréparer à repartir dans un contexte un peu plus cadré, c'est-à-dire un contexte que la France propose, c'est du volontariat de solidarité internationale, donc avec une couverture sociale et la possibilité d'avoir une indemnité qui n'est pas un salaire, mais qui permet de vivre son engagement. Je dirais pas de vivre de son engagement, mais de vivre son engagement. Là, pour le coup, je m'étais pas posé de questions. Je m'étais dit, je vais repartir aux Philippines et puis tout va bien. J'ai répondu un peu à mes questions et en fait, c'était intéressant finalement de repasser par une tierce association dont le rôle c'est aussi de nous amener un peu à se questionner et à nous recruter pour être au meilleur à l'endroit qui nous convient le mieux en fonction de qui on est et de nos aspirations.
Et donc ce parcours m'a permis de douter. Et je pense que le doute dans la vie, c'est bien aussi. En fait, le projet qui m'attendait était un projet d'éducation non formelle, c'est-à-dire en dehors d'un parcours académique, avec l'idée de développer une école informatique qui existait déjà, mais de la développer, de la pérenniser. Mais finalement, moi je m'étais dit je vais repartir peut-être 1 an. Et là, en fait, dans ce parcours, on me dit ah non Benoît, si tu pars, nous on n'envoie pas les gens pour 1 an. On les envoie au moins 2 ans, voire 3 ans. Donc, est-ce que tu es bien sûr que c'est ce type de mission que tu as envie de faire? À côté, on a des missions industrielles et qui pourraient être plus facilement valorisables peut-être plus tard en tant qu'ingénieur par rapport à ton parcours. J'ai eu un vrai doute, au point que j'avais contacté les Philippines. Et là, en fait, je leur ai dit, je vais pas partir. Si je pars plusieurs années, finalement, avec mon voyage, j'aurais été 3 ans ou 4 ans après mes études, sans avoir, entre guillemets, pratiqué en tant qu'ingénieur. Et donc, je sais qu'à mon retour, ça va être très compliqué. Et j'en ai fait part à l'organisme d'envoi de volontaires en France. Quelques semaines plus tard, ça peut paraître absurde, mais je me baladais dans les rues de Bordeaux un soir à 1h du matin et j'entends une musique que je n'entendais qu'aux Philippines. Et là, en fait, il y a énormément de choses, donc c'est plutôt de l'ordre émotionnel, beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête, des images qui sont revenues. Là, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion, mais sentir qu'en fait, ma place, c'était là-bas. Et quand je parlais des Philippines, je disais « on ». Donc, on me renvoyait que Benoît, ta décision, tu l'as prise, en fait. Tu vas repartir aux Philippines et tu vas repartir... Et donc, j'ai recontacté tout le monde en disant c'est assez irrationnel comme réponse, mais en fait, c'est vraiment aux Philippines, sur ce projet-là, que je veux partir. Je sais pas où ça va m'amener plus tard, mais je suis sûr de moi que c'est là que je vais être, en tout cas, dans 1 mois. C'est mon instinct qui a parlé. C'est une forme d'intuition. Ça peut être une boule dans le ventre. Là, dans ce cas-là, peut-être pas dans le ventre, mais un peu plus haut au niveau du cœur, on va dire, dans le ressenti, à ce niveau-là. Mais voilà, intuitivement, si je me dis quelque chose, je sais qu'il faut y aller. Et donc, me voici à l'aéroport de Manille, avec mon sac à dos, et je vais retrouver donc cette association Virlani Foundation avec une mission d'assurer la coordination et le développement et la pérennisation d'un programme d'éducation non formelle. L'idée de ce programme, on va dire qu'il y avait deux grandes activités. L'activité plutôt de développement de compétences à la fois académiques pour que les enfants qui se retrouvent scolarisés ne décrochent pas, puisque on avait affaire à des enfants qui ont été plusieurs années sans aller à l'école, mais qu'ils puissent reprendre confiance en eux. Donc on a développé des pédagogies plutôt ludiques pour qu'ils se sentent pas enfermés par l'aspect très académique et très scolaire de l'école. Et de l'autre côté, il y a une école d'informatique. On peut l'apprendre assez facilement. On n'est pas obligé d'avoir un background scolaire, d'avoir un bac plus 5. Ça peut s'apprendre de manière intuitive. Et finalement, un enfant des rues, l'intuition, ça marche bien. Et là, ils faisaient vraiment la différence parce que leurs copains à l'école ne bénéficiaient pas de ça. Et donc, ils avaient vraiment confiance en eux. Là, ils se sentaient pas rabaissés par rapport à leurs copains à l'école qui avaient un autre environnement social. Ça faisait la différence. Et certains, après, on a créé des liens avec des entreprises du coin et certains ont pu faire des stages et ont poursuivi dans ce domaine plus tard. Pendant cette phase, je me suis vraiment extraordinairement épanoui. Déjà, parce qu'il y a cette phase d'immersion dans une culture, et c'est une vraie immersion parce que l'association est philippine avec des staffs philippins. C'est travailler avec des gens qui ont des logiques très différentes de soi. Ça amène à comprendre aussi les biais qu'on peut avoir nous-mêmes, qu'on pense être universels, et se dire qu'on a nous-mêmes énormément de biais culturels. Ça aide à faire preuve un peu d'humilité. Je me suis tellement bien plu que finalement j'ai décidé de prolonger. Et là, on est en 2007. Ça faisait déjà 4 ans que j'étais diplômé. J'ai été diplômé en 2003. Et donc, se posait la question d'un retour. Je savais que rester trop longtemps à l'étranger, à un moment donné, il y avait un point de non-retour. Je savais par retour d'expérience d'autres personnes. Et je voulais pas me fermer la porte à repartir à l'étranger, mais je voulais refaire un passage de quelques années en France. Donc nous sommes en 2007, et donc je rentre en France. Et là, de nouvelles questions se posent. Moi, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que je veux faire, mais en France ?
J'entendais parler du monde de l'économie sociale et solidaire. C'est un concept qui était émergent, mais qui en fait qui existait depuis quelques décennies, mais dont on parlait de plus en plus. J'avais aussi cette envie de transmettre à d'autres jeunes cette idée de s'engager autour de chez eux. Et donc finalement, j'ai rejoint une association qui s'appelle Unicité, qui accompagne des groupes de jeunes dans le cadre d'un engagement sur 6 à 9 mois, dans le cadre ce qui s'appelle aujourd'hui un service civique. L'idée, c'est de leur permettre de s'engager collectivement auprès de différentes associations de leur territoire et en même temps de prendre un temps de réflexion pour la suite pour eux. Une expérience assez enrichissante avec des jeunes de milieux sociaux très différents, de niveaux d'études très différents, donc tous très différents parce qu'on a choisi de faire en sorte de concevoir des équipes où ils sont différents. Eh ben, j'ai fait encore une belle expérience d'interculturel. Et ça, je l'ai fait pendant une année pour ensuite créer une antenne sur un autre territoire en Île-de-France, en Essonne. Et là, donc, j'ai recruté une équipe de salariés et on a recruté une quarantaine de volontaires, de jeunes adultes. Et ensuite, j'ai été en charge l'année suivante de la coordination opérationnelle de l'ensemble des antennes en Île-de-France, donc avec derrière une dizaine de salariés et puis une centaine de volontaires. Et donc, finalement, l'ingénieur dans tout ça, il aide à concevoir un processus. Il va ensuite contribuer à l'animer. Et ce processus, il permet d'identifier les besoins sociétaux, les aspirations des gens, et ensuite apporter des réponses. Alors, soit on parlait d'intuition, soit c'est mon intuition qui peut apporter des réponses en disant on pourrait faire ça, mais plutôt d'amener finalement des gens, des acteurs à concevoir des réponses adaptées à leurs besoins et à faire en sorte que ces réponses-là se pérennisent. Je suis impliqué pendant 3 ans au sein d'Unicité. Et là, on arrive en 2010, à une époque où il y a une loi relative au service civique qui est votée, et donc une vraie ambition politique de déployer à très grande échelle en France cette logique d'engagement qui devienne naturelle en France, de pouvoir, pour des jeunes, s'engager à une étape de leur vie pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, un peu plus. Le fait que ça devienne une politique publique à grande échelle, ça veut dire que potentiellement, si c'est mal accompagné, ça peut être dévoyé, ça peut être vu, le service civique peut être vu comme du sous-emploi. Et donc je voulais me mettre au service d'associations, soit d'accompagner des petites associations qui s'intéressaient à l'accueil de volontaires, ou alors de venir voir des grosses associations qui voulaient développer des programmes assez ambitieux au niveau national. Et moi je le voyais plutôt dans une logique entrepreneuriale, c'est-à-dire que j'étais dans une démarche pas de recherche d'emploi, mais une démarche de prospection en disant vous ne connaissez pas encore le service civique, mais moi je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait enrichir votre projet associatif et pourquoi je vais pouvoir vous accompagner à le faire. Finalement, j'ai rejoint la Croix-Rouge qui avait cette ambition de développer un programme ambitieux avec 300 volontaires par an en service civique. Donc, il y avait une montée en charge qui était importante et donc je les ai accompagnés pendant 2 ans sur cette mise en place du service civique à l'échelle nationale et également travaillé sur la question de l'engagement aussi à l'international. Donc, j'ai travaillé sur ces sujets pendant 2 ans. Et là, en fait, ça faisait 5 ans que j'étais sur les questions de jeunesse et d'engagement. Et moi, je commençais à être un peu moins jeune, en fait. Et, et donc, j'avais d'autres aspirations. Et là, la question de l'innovation sociale revenait. J'avais mis des mots dessus et finalement, j'ai eu cette opportunité de rejoindre une agence qui s'appelle L'Avise, qui est une association, mais c'est une agence nationale. C'est un pool d'expertise qui accompagne au quotidien des entrepreneurs sociaux, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'innovation sociale, c'est la réponse à des besoins sociaux, sociétaux, environnementaux non couverts, pour lesquels on n'a pas de réponse encore aujourd'hui ou des réponses incomplètes. Mon rôle, qui était de favoriser le transfert d'une innovation sociale qui venait du Québec, qui s'appelle l'accorderie, qui est un système d'échange de services, une forme de banque, en gros, dont la monnaie, c'est le temps. Ça pose d'autres questions philosophiques, c'est qu'est-ce qu'est la richesse dans notre société. Pour être clair, on ne faisait pas la promotion du temps comme monnaie unique, mais comme une monnaie complémentaire. En fait, ce qu'on appelle une monnaie sociale. Fondamentalement, la monnaie, c'est l'échange. Et donc, il y a d'autres formes d'échange que monétaires et qui peuvent être complémentaires. Et donc,
L'échange, la richesse, elle se crée par le partage avec l'autre. J'ai contribué au développement de cette initiative en France et a créé ensuite un réseau national qui maintenant est autonome et se fédère et s'organise et se déploie à grande échelle. Les accordéoristes, c'était ma porte d'entrée à la Vise. Mais en fait, je suis resté à la Vise. J'avais plus un rôle d'expert qui développe un modèle économique autour de cette réponse à des besoins sociaux, sociétaux et environnementaux. Et mon rôle, ça a été de renforcer, en fait, d'outiller l'écosystème qui accompagne, qui finance ou qui définit des politiques publiques en faveur de ce mode d'entrepreneuriat. Donc, c'était un rôle un peu plus technique, mais avec une vision un peu plus macro également des enjeux. J'ai développé au sein de la Vise un centre de ressources nationales sur l'évaluation d'impact social. En gros, comment est-ce qu'on mesure les effets de ces entreprises sur la société? Et il y avait un enjeu énorme puisque c'est un nouveau mode d'entreprendre et dont finalement la richesse, on ne devrait pas la calculer uniquement sur une rentabilité parce que certains étaient à lucratif, reverser 100% de les bénéfices dans le fonctionnement de la structure. Il y avait un enjeu à montrer qu'ils créaient d'autres richesses mais de manière concrète. Et en parallèle, en fait, le côté engagement, développement du pouvoir d'agir, j'en avais toujours envie. Et j'ai été la personne avec qui j'avais travaillé à Unicité, la personne qui me manageait, partait sur une idée, libéraliser l'engagement bénévole en France sur la base d'un concept qu'elle avait pu expérimenter aux États-Unis. En fait, un engagement bénévole court, collectif, ponctuel et concret. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui avaient envie de s'engager, mais la porte d'entrée dans les associations est souvent difficile. C'est-à-dire, si t'es pas capable de donner 10 heures par semaine et si tu montres pas que tu as tel type de compétences, souvent c'est des recrutements plus durs que dans le monde du travail. Hein. Ou alors, de l'autre côté, des citoyens qui ne connaissent pas le monde associatif et qui ont peur juste d'ouvrir la porte simplement, quoi. Et donc, en 2013, nous avons créé Benenova. On allait chercher les citoyens et en les mettant en lien via une plateforme digitale, on les met en lien via une plateforme digitale. Donc il y a cette logique dont je parlais de libéralisation de l'engagement, qui est plus de gens qui puissent s'engager à faire des premiers pas dans le monde associatif. Et ensuite, s'ils ont envie, ils s'engagent de manière plus durable. Ou alors, s'ils ont envie, ils le font de manière ponctuels, mais ils le font. Mais également cette idée que l'espace d'engagement peut être un vrai espace d'inclusion, c'est-à-dire qu'un espace de vivre ensemble. Et donc on permettait à des personnes réfugiées également de s'engager auprès d'autres personnes. Et là, au moment où je vous parle, l'association a mobilisé plus de 15 000 bénévoles en France. Ça faisait 6 ans que j'étais à la Vise. Je voyais l'association qui avait besoin de se déployer. Moi, je la voyais, j'étais impliqué, mais à côté quand même. Je travaillais, donc j'étais beaucoup dans des yaka faucons. Faudrait qu'on se développe comme ça, ceci, cela. Et je crois que j'avais envie, dans ma vie, de reprendre une décision un peu forte, un peu celle que j'avais vécue après mes études, en fait, de prendre cette décision de partir avec mon sac. Là, je suis parti avec mon sac, mais en restant de chez moi. Et je pense que j'aurais vécu comme une frustration dans ma vie si j'avais juste regardé l'association, soit couler parce que finalement, quand on arrive à un certain niveau de potentiel, soit on franchit le cap, soit on ne le franchit pas. Et donc j'ai quitté la Vise pour m'engager à 100% pour l'association. Pendant un an, j'ai contribué à la pérenniser, à développer des partenariats assez forts, assez stratégiques, notamment des partenariats financiers, des partenariats institutionnels, et essayer d'apporter encore peut-être le côté ingénieur, mais un peu de méthodologie. Donc c'était vraiment pour moi un passage, le temps d'une transition. Et voilà. Et ensuite j'ai rejoint la Fondation Entreprendre en janvier 2020. La Fondation Entreprendre a pour vocation de promouvoir et développer l'entrepreneuriat en France, mais un entrepreneuriat comme un vecteur d'inclusion, permettre à chacun en fait de s'émanciper, d'être maître un peu de son destin. Donc ça, on se retrouve finalement dans les sujets que j'avais jusqu'à présent. La fondation, c'est une fondation redistributrice, c'est-à-dire qu'elle collecte de l'argent, elle lève des fonds pour redistribuer à des projets associatifs ou des associations qui portent cette cause-là. Dans la Fondation Entreprendre, je suis directeur des programmes et donc je construis cette stratégie de déploiement de fonds. Et l'idée, en fait, de manière un peu plus philosophique, je transforme cette valeur financière en valeur pour la société. On décide d'investir cet argent dans des projets associatifs qui répondent à des enjeux qu'on a identifiés et donc d'où la notion de stratégie qui est importante.
Et on joue un rôle d'animateur, de dynamique collective entre des acteurs qui sont impliqués sur des enjeux similaires. Et on travaille à renforcer aussi leurs capacités pour qu'ils puissent agir. Et également, on développe un programme pour renforcer non pas des projets, mais vraiment des associations dans leur déploiement stratégique à 3 ans, où on développe un soutien financier, mais un accompagnement derrière. Donc ça, la direction des programmes, c'est ce qu'on fait à la Fondation. J'arrive à rejoindre le côté inclusif, qui est une partie de mon parcours, le côté développement du pouvoir d'agir via l'entrepreneuriat, et le côté économique. C'est intéressant parce que je pense que j'ai touché à des sujets différents, mais c'est peut-être le moment là où je capitalise en fait sur ce parcours. Donc il est temps après 17 ans. Je me retrouve vraiment pleinement dans cette mission et dans la mission de la Fondation à ce titre. Donc ça fait quelques mois que j'y suis. Si on veut le résumer, en année 1, j'essaie de construire un cadre qui permettra d'avancer, d'être dans une logique plus stratégique dans notre approche de financement, dans des logiques plus coopératives, donc en définissant des programmes thématiques et collectifs portés par plusieurs associations, et également sous forme un peu d'incubateur où on soutient des associations de manière aussi structurelle avec une vision à 3 ans, avec de l'expertise et de l'accompagnement qu'on va déployer, et en même temps un peu politique derrière où on déploie un pilier qui est de plaidoyer pour être le porte-voix d'une cause que jusqu'à présent la Fondation n'assumait pas vraiment. Je viens d'un milieu, que ce soit familial ou social plus largement, qui est plutôt modeste. J'ai des parents qui n'ont pas fait d'études, mais qui nous ont transmis des valeurs, pas en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, mais peut-être par l'exemple, en ayant à la maison des enfants en difficulté, peut-être quand mon papa, en créant une association d'accueil de personnes en situation de handicap mental, vieillissant, alors qu'il n'était pas du tout touché par ce sujet-là dans sa famille, peut-être que ça sert de modèle également. Ils m'ont transmis autre chose qui m'a permis de me trouver et de me déployer. Et également un milieu où, si je prends l'exemple des personnes qui étaient dans ma classe en primaire, on doit être 2 à avoir eu le bac et je suis le seul à avoir eu un bac plus 5. Donc j'ai bien conscience que en fait l'environnement compte énormément sur la réussite qu'on peut avoir. J'ai pu m'émanciper, mais j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément les outils pour le faire, et c'est vrai que cette envie-là, c'est ce qui me fait lever le matin, c'est de pouvoir donner à des personnes des outils pour pouvoir s'émanciper et prendre en main leur parcours. C'est quelque chose qui me touche aussi dans mon parcours aujourd'hui. Je vois bien, même si on parle de social, qu'il y a quand même des plafonds de verre à percer, et je le vis au quotidien moi-même personnellement, donc ça m'anime beaucoup. À l'ICAM, on travaille sur cette posture d'humilité, et je pense que c'est important de l'avoir quand on veut comprendre une problématique, de se mettre à côté et pas au-dessus de l'autre. Également d'avoir cette posture pour concevoir une réponse, parce que la réponse on l'a pas, c'est les autres qui l'ont. Alors ce qu'on pourrait me souhaiter pour l'avenir, c'est plutôt ambitieux, de garder cette énergie que je veux avoir et de la libérer, et de pas me mettre de frein, et en même temps de rester dans cette posture modeste et de savoir d'où je viens, et de relire mon parcours régulièrement. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le 4e épisode de la 2e saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que ce témoignage vous prouve qu'être ingénieur, c'est aussi participer à créer un monde plus juste. Vous pouvez retrouver les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes avec 3 parcours possibles, dans des campus répartis sur 4 continents. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, je vous invite à visiter notre site web icam.fr, et à nous rencontrer. À bientôt!